Si on ne dédommage pas, dit dédommager vraiment les victimes de la guerre qui s'est passée vraiment chez nous, le côté ouais, parce qu'on a été très touchés. On a été très touchés. Ils avaient des, comment on appelle, ils avaient ils disaient comme quoi, bon, les ouais, c'est eux qui sont les grands planteurs, et c'est eux aussi qui supportaient beaucoup le président Gbagbo, et que aux élections, ils vont beaucoup voter Gbagbo et ceci, cela. Donc il faut les exterminer. Alors vous voyez, vraiment, on a beaucoup souffert de ça. Excusez-moi, hein, excusez-moi, je vais on peut comprendre. Excusez-moi. Alors donc, vous voyez, on a beaucoup souffert. On a beaucoup souffert. Et tout à l'heure, j'ai écouté ma sœur Martine quand elle parlait. Effectivement, ce qui s'est passé à Bangolo, je ne sais pas, il y avait un petit truc qui s'est passé dans le village. Et quand ils sont revenus, ils ont dit c'est les ouais qui ont fait ça. Ils ont exterminé les gens. Alors moi, je pense que ce dossier, si ma sœur Martine, elle tient toujours ce dossier, si elle l'a, il faut vraiment le dépouiller devant la CPI. Il faut le dépouiller devant la CPI pour que ces gens-là, ces rebelles ou je ne sais pas quoi, le clan de ce président ou bien quoi, qu'ils soient vraiment... évidemment, on a moi, je vous... des problèmes de connexion. Parce que j'ai des... Hélas, pour le confort d'écoute de nos téléspectateurs, on va peut-être revenir à ce témoin qui, lui, a accepté de le faire à visage découvert. Malheureusement, la qualité d'écoute n'est pas optimale. Le temps peut-être de régler nos machines. On reviendra donc à lui. Mais évidemment, nous sommes là à la première thématique de cette émission, qui concerne effectivement ces massacres déduits, le génocide du peuple ouais en Côte d'Ivoire lors de la période post-électorale. Nous avons donc une autre victime aujourd'hui qui a sollicité de témoigner. Et voilà, nous allons l'écouter avec vous, chers téléspectateurs. Oui, monsieur. Je vais dire merci à tous les auditeurs ou à tous les téléspectateurs de Afrique Média. J'aimerais intervenir sur mon expérience par rapport à tout ce que j'ai vécu en Côte d'Ivoire durant, en fait, dans la période de 2011 jusqu'en 2013, l'année où j'ai quitté le pays. J'ai décidé d'être en restant anonymement parce que j'avais encore de la famille en Côte d'Ivoire, et comme vous savez aujourd'hui la situation politique en Côte d'Ivoire, les gens sévissent les parents, donc je ne veux pas vraiment donner mon nom. J'étais à la gendarmerie, j'ai été au service d'enseignement de la gendarmerie à partir de 2006. Et après 2011, j'ai été arrêté en même temps que tout le monde. En 2011, où j'ai été conduit à la police militaire. À l'époque, ce n'était pas police militaire. À l'époque, c'était police Zakaria qui avait ouvert le camp, et il arrêtait tous les militaires, les gendarmes, les policiers qui traitaient de pro-Gbagbo, qui ont collaboré avec Gbagbo après eux, et il les conduisait tous là-bas. Et c'est comme ça que j'ai été arrêté avec plusieurs de mes camarades, les gendarmes, les militaires, et conduit dans cet endroit en 2011. Et bien avant mon arrestation, d'abord, quand la crise a commencé, j'ai quitté l'Abidjan, je suis allé me réfugier dans un village à Boisseau. Et suite à l'appel du président, du nouveau président Alassane Ouattara, qui a demandé à tous les militaires et gendarmes de rejoindre leur poste, qui ne seront pas à inquiéter, j'ai rejoint effectivement mon poste. Et c'est le 1er mai que j'ai rejoint mon poste, que j'ai été arrêté de manière brutale, arrêté par les FSI, qui m'ont conduit. Dans un premier temps, on m'avait bandé les yeux, conduit dans un sous-sol où j'ai été torturé pendant des jours.
très très mourant, c'est à ce moment-là qu'on m'a envoyé à la police militaire. Où j'ai passé plusieurs mois, je me rappelle plus des mois que j'ai passé, j'ai été détenu là-bas. Et vraiment, je ne peux pas vous expliquer comment j'ai été traité. Et ce qui m'a plus marqué, c'est que la grande partie de ceux qui ont été détenus, d'abord, en plus d'être des militaires, des gendarmes et autres, c'était des gens de l'Ouest, particulièrement des guerriers. Et parce qu'on s'est retrouvés, on s'est connus, tout ça, dans les gens que je connaissais déjà auparavant, avec qui j'ai servi, avec qui j'ai travaillé, qui sont tous guerriers, tout ça. Donc je ne peux pas, je vous ai pas réellement ce que j'ai vécu en détail, parce que tous les sévices corporels, les tortures autres, je vous épargne ça pour ne pas vraiment toucher vos sensibilités. Mais ce que vous pouvez retenir, c'est que ça m'a laissé des séquelles aujourd'hui. Où je vous parle, j'ai même pas de testicules. Donc, je ne peux pas vous donner en détail tout ce qu'on nous faisait subir. On n'a pas touché la sensibilité de ceux qui nous écoutent. Donc, c'est ainsi que j'ai été arrêté, détenu pendant des mois, privé de nourriture, torturé tout le temps. En 2011. En mai 2011 jusqu'en octobre, et étant mourant, j'ai été libéré. Et parce qu'ils pensaient que j'étais déjà mort, puisque je ne parlais plus, je suis dans le coma, autre, donc j'ai été libéré. Et on m'a envoyé à l'hôpital, ma famille m'a envoyé à l'hôpital, Dieu merci, j'ai repris un peu la santé. Ensuite, j'ai été affecté, j'ai repris le service, j'ai été affecté encore à l'intérieur du pays, que je ne cite pas de nom, je ne cite pas le nom de la ville, parce que, comme je vous ai dit, je vais rendre le mémoire. Donc, en citant le nom de la ville, je peux me faire retirer facilement. Donc, j'ai été affecté encore dans une autre ville à l'intérieur. Et ensuite, quelques temps après, j'ai été convoqué à la même police militaire, qui m'a détenu pour dire, d'après eux, le société d'enquête. Donc, pendant ma détention, un jour, je reçois la visite de Colonel Zakaria, parce qu'il était déjà à son camp, donc je ne vais pas dire que je reçois la visite, mais il était dans le camp. Oui. Avec Ouattao. Oui, vraiment, un témoignage émouvant qui nous donne vraiment à voir les affres de la guerre, et notamment ces massacres ciblés, plutôt, qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire. Mais je voulais vous poser la question, vous, lorsqu'on vous causait tous ces sévices-là, on vous maltraitait, on vous torturait, au fait, qu'est-ce qu'on vous reprochait précisément? Par mon introduction tout à l'heure, je vous ai expliqué. Parce que quand ils ont pris le pouvoir dès le début, il fallait éliminer ou intimider tous ceux pour eux qui ont travaillé avec le président Gbagbo. C'était l'objectif premier. C'était d'éliminer ou bien d'intimider tous ceux qui pour eux ont travaillé avec le président Gbagbo. Donc, en fait, c'est ce que moi je l'ai dit. Mais moi, le problème, je vais vous dire après, avec mon explication, vous saurez ce qui me reproche réellement après. Parce que si vous me le dites maintenant, vous n'allez pas voir, vous n'allez pas comprendre mon exposé, après vous n'allez pas comprendre ce que j'ai vécu. Parce que si je vous dis c'est qu'on me reproche tant, on me reproche tant, vous n'allez pas comprendre. Mais quand je vais vous expliquer, arrivé un moment, vous allez comprendre. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Allez-y, vous avez absolument raison, allez-y. D'accord. Donc, comme je vous ai dit, j'ai été convoqué une deuxième fois à la police militaire à Gamé, où j'étais détenu pendant un moment, et un jour, je reçois la visite de Colonel Zakaria, de Ouattao, et d'un colonel, il est devenu colonel-major, je ne sais pas s'il est toujours en service, qui est gendarme, il s'appelle Doumbia. À l'époque, il était le commandant de légion de Daloa. Il s'appelle Doumbia Bakari, général. J'ai vraiment retenu ce nom, puisque je l'avais déjà raconté une fois quand j'étais en service. Donc, ils sont venus me voir, me demandant, comme je suis de Diokoué, et de Carrefour précisément, ils sont venus me voir parce que la CPI, les éléments de la CPI, les enquêteurs de la CPI vont me rencontrer pour que je puisse leur dire que pendant cette période, la guerre que le président Gbagbo m'a remis des armes, puisque j'étais au renseignement, j'étais plus proche collaborateur, m'a remis des armes et des munitions
Donc j'ai pu le remettre aux jeunes guerriers de Carrefour, et c'est eux qui ont affronté la SSI pendant la crise. J'ai rétorqué pour dire que moi, la CPI, c'est une institution internationale. Et je ne peux pas faire de fausses accusations contre le président Gbagbo. Parce que moi, physiquement, je ne l'ai jamais rencontré. Et de deux, aucun membre du gouvernement m'a une fois dit, m'a fait cette proposition. Donc je ne peux pas, si vous voulez que je témoigne à la CPI, je peux aller témoigner. Mais je témoigne ce que j'ai vu. Mais pas ce que vous allez me dire. Donc c'est à partir de cette date-là que j'ai été fiché réellement. Et je suis resté toujours torturé, jusqu'à ce que ma femme un jour saisit, c'est pas si une ONG qui a commencé à faire du capaille. C'est ça, ils ont dit bon, et ils m'ont libéré. Mais depuis cette date, j'ai fait toujours l'objet de pression, de tout. À chaque fois, ils m'appelaient parce qu'ils se disent que peut arriver un moment, je peux changer d'avis pour pouvoir vraiment, parce qu'ils m'ont fait des propositions de port, d'argent, tout ça. J'ai dit que je ne pouvais pas témoigner. Je peux aller à la CPI si vous voulez, mais je dirais ce que moi j'ai vécu. Donc c'est à partir de cette date que vraiment tout a commencé à être plus vraiment difficile pour moi. Et à chaque fois on me convoquait à la DST, on m'enfermait, et même je tiens à vous dire que la première prison que j'ai effectuée, ceux qui m'ont torturé m'ont dit on va vous tuer, vous tous les guerriers, pas vous avez supporté Gbagbo, mais on va tous vous tuer, vous tous les guerriers. Le problème n'allait pas exister à cause de Gbagbo. Et ça, j'ai retenu ça aussi. Donc, après ça, ils ont commencé à vraiment m'harceler, à chaque fois à me convoquer. Donc, j'étais détenu à la DST pendant 2 fois. Et à chaque fois, on me convoque, on me dit, on me met dans un conteneur à DST. Je reste là pendant 2 mois, on me libère, après on me ramène, tout en espérant que je vais changer d'avis. Donc, je n'ai pas changé d'avis. Et je suis resté, après on m'a affecté dans nos services, à l'intérieur encore. Donc, en 2015, je suis venu à Abidjan pour un stage. Et ensuite, il y avait un jeune de chez nous qui se mariait dans une autre pays à Abidjan. Et j'ai assisté au mariage parce que le jeune le connaît dans nos communautés et avec les ministres laïcs dans nos dédiés autres. Si vous vous souvenez, le 5 mai 2015, et à ce moment, il y avait les renseignements derrière nous, on ne savait pas. Donc, le 5 mai 2015, le mariage a eu lieu le samedi 3. Ce monsieur qui s'est marié, si vous voulez, je peux dire son nom, c'est un douanier, il s'appelle commandant Desailly. Et moi, j'ai fait l'université avec lui, donc il m'a invité à son mariage. Et parce qu'on était au mariage, le lendemain, c'est-à-dire, moi, le jour du mariage, ils m'ont suivi jusqu'à ce que je dors. Et le lendemain, à 3 h du matin, ils ont fracassé la porte FSI avec vraiment des cargos encombrés, ils m'ont arrêté, menotté. Et là, ils m'ont chicoté jusqu'à ce qu'on me conduise dans un sous-sol. Que j'ai un sous-sol. Et j'ai trouvé des gens aussi qui étaient nus, tout s'était nu là-bas. J'ai même trouvé un de mes cousins qui avait disparu qu'on cherchait depuis longtemps. Un de mes cousins du village. Qui travaillait il travaillait à la Sotra, mais il a disparu depuis un moment, on n'avait pas de ses nouvelles. Et il m'a dit, ça fait des années qu'il est dans ce sous-sol, tout ça. Il mange une fois, il ne mange même pas du tout, souvent on leur donne juste du pain pour pouvoir se nourrir. Donc j'ai trouvé plusieurs jeunes là-bas qui sont du guerrier, tout ça. Ça, je vous parle de mai 2015, strictement le 5 mai 2015. C'était un lundi. Et on est resté là. Quand j'ai été arrêté, après, il y a 3 personnes qui sont venues me voir. Ils se sont présentés à moi. Un qui m'a dit qu'il est colonel, l'autre m'a dit qu'il est commandant. Ils ont mis leur galon, qui sont du service d'enseignement de la présidence. Hein. Ils m'ont donné des noms, mais je sais que ce n'est pas leur nom. Que depuis ce moment, ils les suivent. Et ils m'ont vu à Belgéville avec le ministre, avec le ministre d'Allant Dédié, et je suis en train de préparer un coup d'État. Je lui ai dit non, que je ne prépare pas de coup d'État. Le ministre je n'ai jamais échangé avec lui, je le vois.
Je le vis à la prison, c'est un mur de Côte d'Ivoire, mais sinon je ne le connais même pas, je ne le connais pas personnellement, je n'ai jamais échangé avec lui. C'est par hasard qu'on s'est retrouvé au mariage. Il y a un qui me dit, toi, depuis 2011, on devait t'éliminer, mais il faut ton Dieu que tu as eu là, il est très fort, parce que à chaque fois qu'on veut t'éliminer, vous les guerriers là, on dit qu'on va tous vous tuer. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que vous les guerriers, on vous a fait? Non, mais vous êtes, quand j'ai dit que vous les a fait là, il m'a donné un coup à un. C'est comme ça, on a échangé, ils sont partis. Donc on était dans le sous-sol là, un soir, ils sont venus nous chercher parce qu'ils sont venus chercher pour pouvoir nous tuer. Donc il y a le jeune qui nous surveillait, je le connais, il travaille au ministère, c'est un jeune, parce qu'il m'a sauvé, donc je ne veux pas dire son nom, parce qu'il est encore en service là-bas. Il m'a dit mon nom, que moi je te connais, il sait que tout ce qu'on te réfère c'est faux, mais on a reçu l'ordre de vous éliminer aujourd'hui à la forêt du Banco. Mais moi, je vais t'aider à partir. Comme tu es un bon juge, je te connais depuis longtemps. Ces témoignages très, très émouvants qui, effectivement, d'une victime qui nous raconte comment elle a vécu cette crise et notamment cette chasse aux sorcières, comment elle a vécu ça dans sa chair, qui nous promène donc dans les méandres très, très difficiles de cette sale guerre. Évidemment, on ne peut pas le laisser témoigner jusqu'à la fin parce que ça va être extrêmement long. Vraiment, on a pris, je crois, l'essentiel de ce que vous aviez à dire. Merci infiniment de faire confiance à Afrique Média. Merci de nous donner à voir ce qui s'est passé. À votre suite, nous allons prendre le témoignage d'une autre victime, la deuxième de cette, ou la troisième plutôt, de cette émission. Alors aussi, je pense qu'avec les techniciens, nous sommes en accord. Allez-y, vous pouvez raconter votre témoignage. Comment est-ce que vous avez vécu non seulement la crise post-électorale, mais ces massacres de Djuekwe? Une deuxième victime, plutôt une troisième, puisque nous avons eu la première et la deuxième, qui voulait donc nous dire comment elle a vécu, cette victime-là, comment elle a vécu non seulement la crise post-électorale, mais comment elle a vécu ces massacres de Djuekwe, notamment ces génocides du peuple Oué. Allez-y, vous êtes déjà à l'antenne, allez-y, on vous écoute. Oui, alors moi, je suis une victime. Moi, je viens de Djuekwe. J'ai dans un village à 21 km de Djuekwe. Les rebelles sont rentrés. Les rebelles de Ouattara sont rentrés le 27 mars 2011. Dans le village voisin, ils se sont affrontés à les loyalistes. Ils disent non, ne rentrent pas en brousse. Donc, quand ils sont rentrés à 6 h le 28, à 6h55 dans notre village, notre maison au milieu du village, ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés, ils ont pris mon petit frère. Il est étudiant à médecine à Cocody, à Abidjan. On a accompagné la vieille, chaque 3 mois, elle vient se soigner. Eux, on a accompagné, et c'est là, ça nous a trouvé. Eux, ils ont pris maman, ils ont commencé à la traîner. Dit, toi, appelle Babo, il va te sauver. Parce qu'on est venu, on va vous tuer, c'est vous qui supportez Babo jusque là, vous les guérez, et jusque là, on n'arrive pas à mettre la main sur 2002, vous avez barré les rebelles de Ouattara, vous avez barré la route. Donc cette fois-ci, on ne va pas vous laisser. Quand on va vous tuer, on va saisir Babo. Et c'est comme ça, ils ont tiré. Moi, je suis sortie. Il a dit, mais maman, elle ne sait pas parler français, ni rien, laissez-la, elle n'a rien à voir dans la politique. Elle dit, tout ça, c'est les pro-Babo, on va vous tuer. Et c'est comme ça, ils sont venus en groupe, ils se sont en détail, ils sont rentrés dans la chambre de mon papa, et la chambre de mon petit qui est étudiant. Au moment où mon petit frère demandait pardon, il dit oui, ils ont fouillé, ils ont pris sa carte. Il dit à vous les étudiants de Babo, on vous cherche. Donc au moment où on va demander pardon, ils ont tiré dans la tête de mon petit frère. En même temps, ils ont mis mon papa à terre, parce qu'ils sont venus en groupe, ils ont mis mon papa à terre. Et il y a un qui a pris ma maman. Moi, ils m'ont pris, j'ai sauté sur lui, il dit laissez maman, elle est malade, laissez-la. Il dit mais toi, on va rien te faire, tu vas témoigner. Parce que quand on fait là, tu vas voir de tes proches, ils m'ont attrapé. Ils ont tiré dans le dos de ma maman. Ils ont traîné ma maman, ils ont pris ses biens. Appelle Babo va te sauver, appelle Babo va te sauver. Ils ont tiré dans le dos de ma maman. Quand ils ont tiré, maman, là-bas, la poussière s'est traversée. Maman est tombée, elle saigne. Mon fils qui a un mois et maman, mon fils allait, il a couru, il allait derrière dans la chambre de ma maman, de ma tante. Et ils sont partis, ma tante a pris mon fils, elle l'a mis sur le drap.
Quand ils sont partis, ils n'ont même pas dit, ils ont tiré. Donc, quand ils ont tiré, ma tante est devant. Ça a pris son vent, ses états sont tombés. Ils ont pris mon enfant. Ils ont pris, à ce moment, il avait 5 à 6 ans quand ils ont pris. Ils l'ont traîné. Moi, je me suis sauvée. Quand ils ont tiré sur maman pleure. Elle dit qu'elle veut boire. J'ai dit qu'elle donne l'eau à maman. Elle dit pas question. Appelle Babo, il va servir de l'eau à ta maman. Moi, ils m'ont attrapé, ils m'ont balancé à terre. J'ai forcé, je suis dit, j'ai pris l'eau. Ils m'ont poussé à l'eau. Maman pleure. Mon papa me dit qu'ils ont explosé sa tête. Ils ont tiré sur mon papa, ça a pris. Il a dit, je suis dans les mains. Ils ont pris mon enfant, ils ont tiré mon enfant, passé par la fenêtre, ils l'ont poursuivi. Donc je suis là. Ils m'ont pris, ils disent, me laisse pas. Jusqu'à mais maman, les gens qui sont venus, il y a un rebelle qui dit, mais c'est pas qu'est-ce qu'il a dit. Il dit, tuez-les tous. Tuez-les tous. Il m'a pris, il m'a trimballé à terre. Il a pris mon bras droit, il m'a trimballé. En même temps, au moment où ils font ça, ils ont envoyé qui à la maison. Ramasse deux, qui a des voitures, deux. Ils ont ramassé tout ce qui est dans la maison. Ils disent, ils vont mettre feu. Ils vont mettre feu dans la maison. Il a dit, je vais rentrer dans la chambre de mon petit frère. Il a dit, ça cervelle, il a pris tout son drap. Je suis là, ils m'ont pris. Ils m'ont pris, dit d'aller monter les maisons des gens. Parce que moi, je prenais les tricots de Babo, donc ils m'ont remarqué. Et c'est comme ça, ils ont commencé notre maison au milieu du village. Et maman pleurait, elle est là, et puis elle dit, Dieu, c'est moi, elle pleure, Dieu, épargne ma fille, il faut protéger ma fille. Maman pleure, je suis impuissant, je ne peux rien faire. 7 personnes, même jour, les pro-Ouattaras, 7 personnes, même jour. Et c'est comme ça, on est rentré en brousse. Le lendemain, maman, ils ont tiré sur maman le 28. Maman, elle restait sur le soleil, elle veut boire. On a brousse, il met le feu dans le village. J'ai une grande soeur. Elle aussi, elle est là, ils sont partis dans sa maison. Comme c'est sur les réseaux sociaux, ils sont partis dans la maison. Elle a construit une grande maison au village. Ils ont cassé ça. Ils ont cassé sa maison. Il dit, comme elle est en Europe, là-bas, elle défend Babou, là, ils vont voir, ils ont cassé sa maison. Ils ont tué sa maman elle-même, là. Elle n'a pas pu attirer sa maman. Et c'est comme ça, on a fui. En même temps, il y a une femme qui venait. Elle aussi, il voulait attirer la mais c'est, excusez-moi, elle a eu ses massés, elle a mis son dessous. Donc, quand ils ont vu ça, ils disent, regardez, c'est un médicament. Donc, il ne faut pas, ils vont tuer les femmes. Et puis, on partait. On partait en brousse, maman criait toujours. Et ma mère est morte. Mon papa est mort. Ma petite soeur est morte. Petite soeur qui étudiait est morte. Vraiment, je peux plaindre. Tout ce que les gens ont tué en Côte d'Ivoire, là, c'est Alassane. C'est Alassane, avec ses rebelles. C'est surtout qui ont marqué les guerriers. Moi-même, je suis victime, je suis victime. Donc voilà. Merci à vous, madame, pour ce témoignage. Pour la bonne information de nos téléspectateurs qui ne sont pas ivoiriens, il faut bien noter que la ville de Djuekoué était située presque à la zone tampon, et après une première offensive des forces nouvelles qui ont pris la ville et qui se sont allées festoyer, il y a eu le retour des forces loyalistes qui ont repris la ville, et donc le 29, le 28, le 29, il y a donc une contre-offensive des forces des forces de Alassane Ouattara qui sont donc venus cette fois-là en expédition punitive et qui tiraient donc dans le tas, ainsi que vous voulez de le comprendre. Nous allons prendre à la suite de cette victime une autre qui va nous dire comment elle a vécu ces événements. Nous avons donc un autre témoignage d'une autre victime qui sollicitait évidemment nous livrer son témoignage. Allez-y, monsieur, vous êtes déjà à l'antenne d'Afrique Média, allez-y, on vous écoute. Ok, je suis ivoirien, originaire de Djuekoué. De père des mains ivoiriens aussi, qui sont aussi guerriers aussi de Djuekoué, précisément du village Bago, et ma mère du village de Bago, et mon père du village de Lorozon. Et en effet, moi j'ai été victime et témoin oculaire des atrocités, tout ce qui a été massacres qui sont déroulés dans la dite ville de Djuekoué. C'est-à-dire toutes les atrocités qui ont été commises par les FRC de Paul Ouattara et par les éléments de Soro comme qu'il l'armée. En effet, Djuekoué c'est situé à l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est une ville qui était bien convoitée par sa culture, par ses forêts.
Nous étions à Djoko depuis avant 2000. Il n'y a pas eu de conflit entre nous et les guerriers et les Djoula qui étaient là avec nous à Djoko. Il n'y a eu pas de conflit. C'est à partir de 2002 que tout a commencé à dégénérer. Ils ont commencé à prendre Djoko et surtout le quartier Carrefour pour le bastion de Laurent Gbagbo. Les pauvres Ouattara ont commencé à prendre le quartier Carrefour pour le bastion de Laurent Gbagbo. Et tout ce phénomène-là va continuer avec des attaques. À l'époque, c'était des MPCI, MPIGO qui attaquaient à tout moment, qui attaquaient les FANCI, les forces de défense de sécurité de Côte d'Ivoire. Jusqu'au jour où on arrive au 3 janvier 2011. Je vais commencer mon tournage à partir du 3 janvier 2011 parce que je suis retenu jusqu'à 2002. On ne pourra pas terminer aujourd'hui, je commence juste à partir du 3 janvier 2011 et avec la suite. Donc le lundi 3 janvier 2011, je me souviens très bien comme c'était hier, ils ont découvert le corps d'une commerçante Djoula entre là ce Bangolo Djokwe. C'est quoi qui retrouvé un très bon bâton, c'est un bon bâton, voilà à l'école, on a retrouvé le corps. Et la représentante du RD de la ville de Djokwe, qui se nomme Flamizara Touré, la représentante du RDA Djokwe, a lancé un mot d'ordre à tous les partisans d'Alassane Ouattara, en leur disant de prendre les armes pour attaquer les guerriers, parce que ce sont les guerriers qui ont tué cette femme commerçante Djoula. Cette Djoula commerçante qui a été tuée, Alas Bangolo Djokwe, qui n'est même pas décédé même à Djoko, Alas Bangolo Djokwe, parce qu'il a volé là-bas, on demande au Djoula de prendre des armes pour s'en prendre aux guerriers. Et le lundi 3 janvier 2011, il y a eu les dozos qui sont sortis. Les dozos, c'est des chasseurs traditionnels qui prennent des fusils de chasse, des kalachnikovs qui sont sortis avec. Il y a eu des jeunes Djoula qui vivaient avec nous à Djokwe. Il y a eu tous les membres du RDF qui étaient à Djokwe qui sont à nous aussi de boudins, de machettes, d'armes à feu, de kalachnikov, qui se sont pris aux guerriers pour attaquer le quartier guerrier, le quartier Toguei. J'ai vu les attaquer, ils ont massacré beaucoup de guerriers là-bas. C'est même vu qu'on a découvert le corps de ma grande sœur. Son nom que je ne veux pas dire le nom de son prénom, du prénom d'Emilienne, qui a été égorgé par derrière dans son cou. L'homme a taché les bras par le dos et l'a égorgé. Une femme qui n'a pas d'âme, qui est sans âme, qui fait rien, qui a été égorgée par derrière. Dans le derrière de son cou. Ensuite, la mairie, elle au moins, elle a pu avoir la chance parce que la mairie a trouvé son corps pour l'enterrer. Donc depuis le 3 mars, la tension était un peu toujours tendue au niveau du Djokwe jusqu'au lundi 28 mars 2011. Je me rappelle très bien, en temps environ de 5h30, parce que normalement, ce lundi, on se préparait pour aller à l'école. Surtout bien, je me préparais pour aller à l'école. On a tenu des déclarations à Amlout. Ils ont commencé à tirer de partout, ça avait des tirs, ça tirait de partout. Il y avait des combats avec les FDS qui étaient sur le terrain. Et par ma fenêtre, j'ai pu voir des gens qui attaquaient, des gens même qui étaient habillés en tenue militaire, en moitié tenue militaire, c'est-à-dire le haut en treillis, le bas c'est un jean, un pantalon qu'ils ont mis avec des chaussures, des laquettes, des bottes. Tout c'est vraiment un véritable blé en treillis normal avec sur leur étiquette marqué FRCI, c'est-à-dire FRCI, marqué sur leur étiquette. À côté d'eux, il y avait aussi des personnes que j'ai bien vues aussi, des dozos, des chefs traditionnels, qui avaient porté des tenues traditionnelles qu'on appelle dozo, qui étaient là. Il y avait le plus reconnu aussi des mercenaires, des Burkinabés qui travaillaient là, à Djokwe dans les champs, dans les forêts. Ils sont aussi sortis de ces forêts aussi pour venir massacrer le lundi, pour venir attaquer les guerriers le lundi 28 mars 2011. En effet, nous étions au moment où j'étais à la maison avec mon père, ma mère, mon petit frère et ma petite soeur. Nous étions enfermés dans la chambre et on a commencé à attaquer. Les tirs, il y a eu des affrontements jusqu'au mardi 29 mars. C'est à ce moment que les FSI et les rebelles, Alassane Ouattara, les gens envoyés par Soro, ont pris le contrôle de toute la ville de Djokwe. Ils ont commencé à faire du porte-à-porte, commencé à casser du porte-à-porte pour enlever tout ce qui est guéri, pour piller, pour tuer, massacrer des personnes. C'est à ce moment que j'ai vu des personnes arriver à notre porte pour toquer notre porte. J'ai donc appelé la porte, mon père s'est levé, il a ouvert la porte. Quand il a ouvert la porte, directement la personne que j'ai pu voir à travers ma cachette dans la maison, j'ai vu un certain détournement de Barthélemy. C'est un Burkinabé que je connais très bien, je connais aussi très bien la famille, qui était
qui était à la tête des mercenaires qui sont venus chez nous à la maison. Et voilà aussi Orémi Amandé, qui est aussi arrivé au milieu, Amandé le mercenaire burkinabé, qui se retrouve dans la forêt de Montpico. Ben écoutez, merci à vous d'avoir accepté de faire ces témoignages pour édifier les téléspectateurs d'Afrique Média, qui est toujours à la pointe de l'information. À votre suite, nous allons prendre une autre victime qui a accepté de témoigner, évidemment, à visage couvert pour des raisons bien évidentes, qui a donc décidé de dire sa part de vérité. Nous avons un autre témoin, une autre victime de ces moments douloureux de la vie de la Côte d'Ivoire, qui a donc accepté de témoigner à Afrique Média, évidemment à visage couvert, pour des raisons évidentes de sécurité. Et il est déjà à l'antenne, si je ne m'abuse. Allez-y, monsieur, vous êtes déjà à l'antenne. Allez-y, quel est votre témoignage? On vous écoute. Oui, j'ai commencé à parler. Allô? Oui. Je suis le président du collectif. Allô? Oui, allô? Allez-y, oui, allez-y, on vous écoute. Hein. Allô? Vous êtes déjà à l'antenne, allez-y, on vous écoute. Quel est votre témoignage? Allô? Oui, allez-y, monsieur, on vous écoute, allez-y, hein. Allez-y. Président du collectif des victimes vivant au Ghana. Alors, je voudrais commencer mon témoignage par dire que je disais, je commence à témoigner de Patan. C'est l'heure du président. Oui, je parle. Patan, c'est un autre nom de Dieu. Alors, nous, victimes vivant au Ghana, nous sommes regroupés en collectif. Et c'est à ce titre que j'interviens sur Afrique Média, que je salue au passage. Alors, je suis originaire de Djokwe, plus précisément de la commune. Mon village est 7 km de Djokwe. Alors, ce que nous avons vu en 2011, je vais situer les gars humains. Alors, le 27 ans 2002, les rebelles ont fait irruption dans le gage. Et ils ont eu, n'est-ce pas, à massacrer 54 personnes. 54 personnes le même jour. Et ensuite, les trolls qui sont venus de Bolo, de l'ouest, ils sont arrivés dans notre village, il y a jusqu'à ce jour. Et vous prendre un témoin pour que des gens aillent visiter dans le lit de ces rivières. Ces rivières ont été transformées, n'est-ce pas, en cimetière à ciel ouvert. Les ossements y gisent encore. Et c'est des personnes, plus de 600 personnes qui ont été massacrées là. Et mieux, jusqu'à 2011, les massacres ont continué dans cette zone, sans que personne ne réagisse. Je ne voudrais pas revenir sur le problème de Naïmli, qui a été déjà évoqué par mes prédécesseurs. Mais je voudrais insister sur notre métier à peu, parce que évidemment, des difficultés de liaison avec ce témoin qui est très poignant, qui nous donnait effectivement à voir avec des faits précis. L'autant peut-être que la technique arrange le coup, parce que nous tenons au confort, évidemment, d'écoute de nos téléspectateurs. Mais là, la liaison n'est pas très bonne. Nous discutons, nous parlons effectivement de ces massacres de Djokwe, le génocide de Djokwe. Nous allons prendre à la suite de ce monsieur, le temps que la technique arrange les choses, cette autre victime qui a accepté de témoigner à Afrique Média. Le contact n'est pas encore très fluide avec cette autre victime qui a accepté de témoigner à Afrique Média des événements de Djokwe de mars 2011 avec ce massacre de masse, notamment que d'aucuns qualifient, notamment la présidente Vao, vous l'avez écouté au cours de cette émission, qui qualifie de génocide. Le cas
étant déjà porté devant la Cour pénale internationale, mais comme je l'ai également dit, la Cour pénale internationale qui semble se hâter très très lentement dans ce dossier. Et en exclusivité, depuis un moment, nous vous donnons à écouter le témoignage de quelques victimes des rescapés de ces massacres-là, qui nous donnent chacun sa part de vérité de ces jours essentiellement très 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 différents et très difficiles, non seulement pour le peuple ivoirien, mais pour toute l'Afrique entière et pourquoi pas pour toute l'humanité. Je pense que en attendant que d'autres victimes se manifestent, nous allons peut-être continuer le débat avec nos invités, et j'étais précisément en train de... Je voudrais donc m'adresser au professeur, le chercheur, l'écrivain-chercheur, pour lui dire... vous avez suivi donc ces événements de Côte d'Ivoire, professeur Léandri, et vous savez également, comme nous, comme la plupart de ceux qui regardent Afrique Média, que le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été donc acquittés en première instance, et que le bureau du procureur joue certainement un baroud d'honneur en seconde instance jusqu'ici, même si personne n'est encore sûr qu'il y aura une seconde manche. Or, ils ont donc été acquittés de tout les chefs d'accusation qui pesaient sur eux. Et je voudrais vous poser la question, au-delà des 3 morts, donc officiels, reconnus, recensés par la CPI et par le régime actuel ivoirien, auquel il faut donc ajouter ces victimes de Djouekoué, le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé étant acquittés, il faut bien trouver des coupables. Sinon, est-ce que dans l'histoire du monde, on a déjà eu des crimes sans auteur? Et puis, pour finir, précisément, est-ce qu'on peut faire l'impasse véritablement dans ce dossier-là? Est-ce qu'il est possible de faire l'impasse sur les responsabilités et sur les culpabilités dans ce dossier de Djouekoué et au-delà pour toute la Côte d'Ivoire? Je réponds tout de suite qu'il est impossible de faire l'impasse sur les crimes qui ont été commis. Ça, c'est hors de question qu'on fasse l'impasse là-dessus. Le problème, comme je l'ai dit et comme les autres panélistes l'ont dit tout à l'heure,